Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission du monde canin de Jessica. Bonjour Jessica. Allô? Là, on a une grosse gang aujourd'hui. Ouais. Alors, hey, ça c'est un teckel. Oui. OK. Puis lui, ça c'est un... Berge australien. OK. OK. Hey, parce que lui, il est vraiment beau. Mais lui, c'était ceux-là qui me faisaient le plus peur. Je n'avais parlé la dernière fois, là. Mais c'était ceux-là qui me faisaient le plus peur. Mais pourtant, en tout cas... Tant mieux d'avoir vécu une expérience positive avec un teckel. Comme ça, ton bagage personnel va... c'est un peu ce qu'on va parler tantôt, des particularités des types de races. Mais avant, on va un peu parler des règlements provinciaux pour favoriser les réglementations et tout ça. Oui, en fait, à tout ce qui touche la prévention de morsure, puis avec le taux de morsure qui est très haut au Québec, c'est sûr qu'au Québec, il y a eu des réglementations qui se sont ajoutées, je crois, c'est à partir de 2022 de mémoire, qui se sont mis en branle. En fait, maintenant, c'est obligatoire pour tout propriétaire de chien d'identifier son animal à la municipalité de son domicile. Donc, le chien doit porter en tout temps son identification. Donc, sa médaille, là, comme Zora a présentement. Milo l'a pas parce qu'il a perdu son collier. Il faut y en refaire une autre. Donc, c'est vraiment une des réglementations. Là, à la base, ça a toujours été fortement recommandé, mais c'était pas obligatoire. Maintenant, ça l'est. Les chiens aussi doivent être en tout temps dans des lieux publics avec une laisse de maximum 1,85 m. Donc, les chiens doivent être toujours attachés, sauf dans des lieux vraiment privés, donc chez toi, à domicile, ou bien dans le parc canin. Donc, ça, c'est des réglementations qui se sont ajoutées. Concernant les chiens de plus de 20 kilos, on a également aussi le port du licol ou du harnais qui doit être aussi ajouté. Pour pas il essaye accrocher après le collier, c'est comme un harnais qu'ils mettent après le corps. Soit le harnais ou le licol, qui est un petit peu comme un licol de cheval qu'on voit. Donc, ça vient sur le museau, on l'attache ici. Ça fait pas mal à l'animal, rien de quoi que ce soit. C'est juste que souvent, ça permet un contrôle de l'animal qui est plus facile. Donc, j'imagine que pour les chiens de plus de 20 kilos, comme évidemment, c'est des animaux qui sont plus gros, de plus grande race, ils ont dû vouloir avoir plus de contrôle. Donc, c'est pourquoi c'est une obligation. Présentement, c'est sûr que les lois sont... ça dépend où, dans quel secteur. Il y en a qui sont vraiment plus... Je connais des gens qui ont déjà eu des amendes parce qu'ils n'ont pas respecté ces conditions-là. Certaines municipalités, comme nous qui vivons en Abitibi-Témiscamingue, évidemment, je crois que c'est moins regardé à ce niveau-là. Donc, il y a plus de permissions qui sont accordées. Mais normalement... le chien de plus de 20 kilos doit porter le licol ou, évidemment, comme j'ai dit, le harnais, en plus d'avoir une laisse de maximum 1,85 m et d'être identifié dans sa minorité et porter son identification en tout temps. À tout ce qui touche les chiens qui sont considérés potentiellement dangereux, là, la liste s'ajoute. Donc, quand on parle de chiens catégorisés potentiellement dangereux... OK, je comprends, là. Je veux dire, OK, on attache un labrador, mais il n'est pas dans la liste des dangereux comparé à moins un pitbull. qu'il ait subi un incident puis qu'il ait été catégorisé de cette façon parce qu'il y a déjà eu des incidents auparavant qui se sont déroulés. Normalement, sinon, c'est plus les chiens de catégorie type pitbull, molosse, ces choses-là. Ce type de chien-là, ce qui est plate, c'est qu'on a beaucoup de restrictions. Donc, la plupart, par exemple, des compagnies aériennes ont refusé l'accès à ces chiens-là à bord. Donc, je trouve qu'on fait un petit peu de stigmatisation de race. Et pourtant, ça a été prouvé dans les dernières années. Oui, à cause que je sais pas pourquoi. Mais ça a été prouvé aussi que même les pays ou les endroits qui ont stigmatisé et interdit certaines races, ça a augmenté le niveau de morsure à ce niveau-là parce que les gens continuaient à en avoir, mais elles les sortaient pas parce qu'ils voulaient pas les faire voir. Fait que là, on est dans le manque de socialisation, ce qui fait que les individus venaient de plus en plus... insociable. Donc, ça a souvent augmenté la problématique et ça l'a pas du tout amélioré. Fait que là, ils ont enlevé ça récemment. Je sais pas si tu te souviens, là, quand il y a eu la polémique des chiens dangereux à Montréal, il y a quelques temps, les pitbulls étaient interdits, ces choses-là. Là, ils se sont rectifiés, évidemment, parce que je crois qu'ils se sont rendus compte que finalement, ça n'avait aucune incidence, même que ça venait à être problématique parce que les gens continuaient d'en avoir, mais c'était caché puis c'était rendu quasiment du trafic, etc. Là, fait que c'était très contradictoire
contradictoires, ce qui font qu'ils se sont rectifiés. Mais au niveau là, des catégories de chiens considérés comme potentiellement dangereux, en plus de tout ce que j'ai dit là, le chien doit être vacciné en tout temps, avoir son vaccin à jour pour la rage. Le chien, dans un lieu public, doit porter absolument une muselière panier, doit avoir une laisse de mémoire, c'est un petit peu plus court, c'est 1,25 mètres maximum. En plus de ça, il doit jamais être en contact avec un enfant de moins de 10 ans de mémoire, à moins d'être avec un adulte qui est capable de contrôler l'animal. Donc, c'est vraiment beaucoup de limites, de restrictions là, qu'on met justement aux chiens là, qui sont catégorisés comme dangereux. Ce qui fait que je me demande à savoir, est-ce que ces lois-là, ces restrictions-là vont améliorer en tant que telles, puis nous aider dans le taux de morsure qui est très flagrant ici au Québec? Je ne crois pas. Oui, c'est des mesures qui vont venir prévenir. Je suis en accord avec quelques-unes, comme le fait de porter la muselière chez des chiens qui ont déjà eu des incidents auparavant, parce qu'évidemment, ben, même si on fait tout pour contrôler notre animal, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Des fois, c'est ça, il peut rester imprévisible, ces choses-là. Donc, oui, il y a certaines réglementations que je trouve qui sont quand même bien, mais de là, de pousser plus loin. Parce que s'ils croient qu'avec simplement ces petites lois-là, ça va nous permettre de réduire le taux de morsure, c'est impossible. Parce que la plupart des gens, de toute façon, ces lois-là sont à moitié pas réglementées, sont à moitié pas respectées. Personne les applique parce qu'ils savent pas trop comment les appliquer, puis c'est un peu encore ambigu à ce niveau-là. Et deuxièmement, ben, oui, on utilise des outils quand même pour s'aider à prévenir les incidents, mais on ne vient pas à aller à la source, au cœur du problème, qui est vraiment tous les facteurs qu'on a parlé dans les podcasts auparavant. Donc, ce que je veux, c'est qu'ils se penchent sur tous les autres facteurs préoccupants, parce que là, on a la gestion environnementale qui se fait, la gestion un peu de l'animal, mais on n'a pas tout le reste qui vient autour. Et je trouve que c'est un peu de stigmatiser des chiens qui ne sont pas nécessairement malin. Et là, ce que ça a un peu créé, c'est un cercle de peur, je crois, où les gens ont peur de certaines races, ont des méfiances envers certaines races. C'est exactement ça. Ont même des idées préconçues, tu sais, puis ça l'amène d'autres problématiques parce que, justement, ben là, on vient un peu essayer de les éliminer un peu de notre société, parce que là, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de colère par rapport à ces catégories de chiens-là qui s'est installées, beaucoup de méfiance, beaucoup d'intolérance. Donc, j'ai l'impression qu'on a plus créé de la peur puis augmenté un peu la problématique à ce niveau-là qu'on l'améliore. Donc, c'est un petit peu de lancer la pierre à ce qu'il faut, c'est sûr, apporter autre chose, puis pas juste ces réglementations-là qui vont venir à bout du problème, au fond. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en considération. Puis il y en a une autre aussi que j'avais lu, que je savais même pas, mais que je l'ai lu en regardant la réglementation. Le chien, il doit avoir un dispositif qui l'empêche de sortir des limites du terrain en tout temps. Fait que soit une clôture, soit un collier, ou peu importe quoi, pour être en mesure de ne jamais sortir ou être attaché, être sûr de ne jamais sortir. Fait que ce que ça veut dire, c'est que même sur ton propre terrain, à part si tu as vraiment, mettons, un système, une clôture ou quoi que ce soit qui fait que le chien ne peut pas s'en aller, ton chien ne peut pas être en liberté même sur son propre terrain. Donc là, on vient à brimer aussi tout ce qui est au niveau de la liberté de l'animal aussi, qui apporte d'autres problématiques. Fait que c'est un petit peu de, régler une part du problème, mais d'en créer d'autres du même fait. Fait que c'est un petit peu de dénoncer que il doit y avoir des ajustements à ce niveau-là parce que clairement, il y a des manquements. Puis que c'est pas simplement avec ces petites réglementations-là qu'on va venir à bout du problème aussi. Mais c'est des réglementations qui sont très récentes. Fait qu'on va avoir plus de nouvelles au fil du temps, à savoir si justement, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, etc. Là. Parce qu'au niveau du territoire, moi, j'ai vu des chiens, écoute, ça sort jamais de leur cours. Mais moi, j'en ai eu un qui, écoute, aussitôt je la détachais, elle est partie. Alors, tu sais, mais t'es pas maligne, t'es pas dangereuse, là, mais c'est pas grave. Tu dis, ouais, mais tu sais, là, je la regardais aller, ben, il fallait que je cours après. Parce que je me dis, si quelqu'un s'en prend à elle ou qu'elle se défend ou qu'elle mord, elle est plus sur son territoire. Ouais.
Ça, c'est sûr que c'est important quand même d'avoir toujours une gestion, un contrôle sur son animal. Mais je crois qu'avoir des mesures aussi restrictives, ça l'aidera pas, évidemment, l'enjeu qui est présent. Là. Souvent, surtout que, tu sais, comment ça a été fait avec les médias et tout ça, on s'entend que ça a beaucoup créé de zones de peur et de frustration. Oui, pas mal, Ce qui fait que, tu sais, c'est pas c'est pas en ajoutant de la colère ou ces choses-là qu'on va venir à régler non plus ce type de problématique-là. Là. Parce que moi, dans ma tête, ben là, on va parler des particularités des types de races. Pour moi, les teckels et puis les pitbulls, c'est malin. C'est vrai, juste dans ma tête, j'avais ça avant de rencontrer lui, il m'a dit. C'est ceux-là, je parle, c'est vrai, moi, les seuls que je connaissais, c'est ceux-là de mon beau-frère. Je sais pas où ils trouvent, là, mais ils sont tout le temps comme ça. Mais lui, il est bien fin. Alors, c'est ça, mais un pitbull, j'ose pas m'approcher de ça. Un Doberman, un Golden Retriever, pas un Golden, non, pas un Golden, ça, j'adore. C'est ça ressemble à un Doberman. Rottweiler, voilà. Tu sais, il y a des sortes de chiens que je n'ose pas approcher, puis qu'il y en a qui disent non, c'est pas plus malin qu'un berger. Il n'y a pas de race à proprement parler qui sont plus agressives qu'une autre. Comme je l'ai dit, le chien n'est pas agressif. Il peut effectuer des comportements agressifs, mais il n'est pas agressif en soi. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des races, par exemple, qui peuvent faire plus de dommages, qu'on doit quand même apporter une attention qui est plus particulière. S'il y a plus de méfiance, bien, c'est sûr que le chien est moins porté à aller vers l'inconnu. Mais après ça ne veut pas dire qu'il est plus agressif pour autant. Mais oui, il y a certains traits qui peuvent avoir un peu... qui peuvent avoir autant... qui peuvent être générés à une race, mais il ne faut pas stigmatiser non plus. Puis ça, c'est vraiment très important avant qu'on rentre un peu dans les particularités des types de races, leurs unités, à quoi ça s'attendre, leurs désavantages parfois. Je ne veux pas stigmatiser, fait que je le reparle parce que c'est pas parce que là, on dit que la plupart, exemple, des chiens de groupe 1, les bergers bouviers sont comme ça, qui sont toutes comme ça. J'ai déjà vu, exemple, des huskies qui se sauvent tout le temps, puis d'autres qui se sauvent pas du tout, tu sais. Hey, c'est pas grave. Milo, viens. Laisse-la jouer. Non, viens. Viens. Hop. Hop. Oh, il veut ouvrir c'est moi que tu veux. Oh, mon dos. Oh, mon... Lui, il a dit, lui, il aime pas être teckels, tu vas voir. Il va les aimer. C'est ça. Il va m'aimer. mais c'est ça. Fait que, tu sais, je veux vraiment pas stigmatiser une race parce que j'ai vu, exemple, souvent les huskies, qui sont des chiens, tu sais, primitifs, qui ont été programmés génétiquement pour couvrir plein de territoires. Ben, c'est des chiens, souvent, qui ont tendance à, justement, avoir de la difficulté à rester sédentaires puis qui veulent beaucoup couvrir du territoire à cause de leur génétique. Mais j'ai déjà vu des huskies qui se sauvent pas du tout puis que le chihuahua, qui est le chien de famille, qui est plus fidèle, lui, se sauve tout le temps. Fait que, tu sais, ça veut rien dire quand même, mais oui, il peut y avoir certains traits qui amènent des probabilités que le chien soit comme il est. Mais encore là, ça dépend, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, avec toutes les problématiques d'éleveurs, puis n'importe qui, ça titre éleveur, on a des chiens souvent qu'on dit qu'ils sont peu races, qui sont pas du tout peu races, qui ressemblent à un teckel, mais comme moi, je sais pas si c'est un vrai teckel, à part le fait que physiquement, il ressemble à un teckel. Donc, puis tu sais, on a, exemple, des éleveurs conscientiseux qui vont vraiment reproduire certains chiens avec certains tempéraments, d'autres des chiens de travail, d'autres que, tu sais, j'ai vu des éleveurs comme moi, exemple, l'éleveuse familiale que j'ai pris de Zora, ben, c'est un berger australien, mais elle s'assurait juste que les chiens aient une bonne santé puis un bon tempérament. Tu sais, elle les avait pas comme chien de travail, de rassemblement de troupeaux, de gardiens. Donc, souvent, elle risque d'avoir des traits par rapport à ça qui sont moins forts aussi, là. Donc, tu sais, ça va dépendre vraiment aussi, tu sais, l'éleveur va faire un travail là-dessus. Venez-vous-en, là. Viens ici. Je faisais juste pas que l'éclairage tombe sur la tête. Là. Viens ici, Mimi. Couche. Couche. Good girl. Milo, hop. 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 Bon. Donc, c'est ça. Fait que c'est juste l'important de ne pas stigmatiser. Puis ce qu'on va dire là, c'est pas parce que c'est certaines particularités qu'on peut retrouver dans la race que sont toutes comme ça non plus. Ça, c'est important. Mais donc, il faut adapter le chien à la type de... le genre de personne. Comment on peut adapter ça? C'est-à-dire, un exemple, notre environnement. Moi, j'ai une grande cour, donc je peux me permettre d'avoir un gros chien. Donc, le type d'environnement, mais le type de personne aussi. Oui.
Bien, c'est sûr que ça va dépendre. Tu sais, souvent, ça va être de prendre un chien. Souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils prennent le chien parce que leur ami a un tel type de race de chien puis ils trippent bien raide dessus, ou juste souvent à cause de l'aspect vraiment physique au niveau de la beauté. Ah, c'est donc bien beau un Rottweiler, c'est donc bien beau un Teckel, c'est donc bien beau un berger australien. Donc, mais sans nécessairement se fier, est-ce que cette race-là me convient? Est-ce qu'elle va convenir aussi, mais pas juste seulement à moi, mais à mon mode de vie? Parce qu'elle a beau de convenir à toi, si t'as pas le mode de vie pour combler les instincts primaires et les besoins de cet animal-là et de ce race-là, ben, elle risque de développer des problématiques comportementales. Puis ça se peut que finalement, que ton husky que tu trouvais donc beau, tu l'haïsses, puis finalement, tu l'aimes pas pantoute parce qu'il est pas adapté à toi. Versus le mocheur, lui, qui travaille avec les huskies, ben lui, il dirait que sa race de prédilection, c'est le husky, puis c'est les meilleurs chiens du monde parce qu'il arrive à combler leur instinct, il arrive à combler leurs besoins, ce qui fait que l'animal est hyper équilibré, hyper heureux, hyper sécuritaire aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment aussi là-dessus qu'il faut se pencher parce que t'as beau prendre un animal parce que tu le trouves bien beau, il va être bien beau. Mais si tu l'aimes pas plus parce qu'il n'est pas adapté à toi, ben tu le trouveras plus beau puis tu l'aimeras pas plus, tu sais. Fait que c'est vraiment d'y aller. C'est ça souvent ce que je recommande. On peut voir, les éleveurs, souvent, vont nous aider aussi, un éleveur éthique, à être sûr que la race nous convient, va nous trouver ou souvent un individu déjà dans la portée qui a plus l'énergie qu'on recherche, tout dépendamment aussi de ce qu'on peut lui apporter. Les bons éleveurs vont dire, par exemple, bon, ben là, si tu vas en appartement, oublie ça, tu sais, ça, c'est sûr que c'est pas possible pour toi. Des fois, il y a aussi, nous, les intervenants en comportement canin qui offrent des consultations d'adoption de chiens, donc où on va vraiment venir à spécifier avec la personne, bon, c'est quoi tes attentes, c'est quoi tes besoins, pourquoi tu veux un chien, qu'est-ce que tu aimerais du chien, qu'est-ce que tu aimerais pas, c'est quoi ton mode de vie, tu vis où, tu as combien d'énergie à y faire dépenser par jour, tu as combien de temps à lui apporter, toi, t'es qui, t'es-tu une personne âgée, t'es un adulte, ce que tu fais, t'as-tu du temps pour un chien, parce que des fois, il y en a qui adoptent un chien, mais qu'on se rend compte que finalement, la personne fait que voyager, puis c'est correct, ou faire ses choses, mais qu'elle a nécessairement pas le temps d'avoir un chien, et ce chien-là va en payer un peu le prix. Donc, c'est de s'introspecter sur quel est le chien le plus adapté à moi pour que, autant moi, je sois contente de l'avoir, puis qu'il me convienne, autant que je puisse convenir à cet animal-là et pouvoir lui apporter ce qu'il a besoin puis ce qu'il désire aussi, là. Fait que, tu sais, quand on parle rapidement, ben c'est sûr que, tu sais, tous les chiens, souvent, exemple, si tu habites en appartement, tout ce qu'on parle de, tu sais, husky, chien primitif, chien avec de travail, comme les bergers, etc. Ben, c'est des chiens qui ont été programmés génétiquement pour en donner de l'ouvrage. Ça leur tente de travailler, puis c'est pas après 1 heure qu'ils sont brûlés, là. Fait que, ce qui fait que les gens, souvent, vont dire, ou mettons, il y a un husky, ben, je le promène 1 heure par jour, mais il décalisse tout dans la maison, ou il continue à sciller. Ben, c'est parce que c'est des chiens qui ont été programmés génétiquement pour couvrir quasiment centaines de kilomètres par jour, là. Fait que, tu sais, c'est pas ta petite marge de 1 heure qui va le faire dépenser, là, fait que t'arriveras jamais à combler ses besoins puis avoir un chien. Puis là, c'est là qu'il risque de reproduire des comportements alternatifs pour combler ces besoins-là. Parce que là, comme exemple, son besoin physique n'est pas comblé à 100%, mais il va le développer en faisant du jacquement excessif, des hurlements excessifs, en faisant de la destruction, en ayant de la malpropreté, en ayant de la réactivité, parce que la frustration qui est reliée à des manquements au niveau de ses besoins. Non, si tu descends, là, tu sais que tu vas aller là. Regarde. Je reste sur moi un peu. Fait que c'est un peu comme ça aussi qu'on le voit. Fait que c'est très important de prendre vraiment un chien, pas seulement à cause de son aspect physique, mais parce qu'il va convenir à notre mode de vie et à la personne qu'on est en tant que telle. OK, parce que, oui, c'est vrai. À un moment donné, j'imagine une personne âgée avec un dalmatien. Un dalmatien veut bouger. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, ben, ce type de chien-là, ben, c'est des chiens de travail aussi. Tu sais, c'est des chiens qui ont été programmés génétiquement pour être capables de faire des chiens de pompiers, des chiens de travail. Donc, oui, c'est un chien qui demande beaucoup de dépenses. Donc, tout ce qui est les chiens vraiment qu'on a vraiment programmés génétiquement pour des travails spécifiques, ben, c'est sûr que si t'es pas une personne qui bouge, si t'es pas une personne qui a un grand espace, si t'as pas une personne, justement, qui a du temps, ben c'est sûr, ou qui fait, exemple, des sports canins ou ces choses-là, ben ça sert absolument à rien d'adopter un animal de ce type-là, parce que tu risques de pas être capable de convenir à ses besoins puis de le rendre heureux à 100%, tu sais. Bien, c'est pour ça qu'on peut parler, justement, on va en parler des races et des particularités. Comme le groupe 1,
couche bon chien. Le groupe 1, on a le... C'est quoi? Le groupe 1, on a le berger, bouvier. Oui, en fait, dans les bergers bouviers, c'est le groupe 1. Là, ce que je me fie, moi, c'est vraiment sur comment c'est catégorisé vraiment en Europe. Donc, eux, les catégories sont vraiment plus spécifiques. Nous, aussi, au Québec, ce qu'on retrouve, c'est vraiment les 3 catégories, qui est vraiment la catégorie 1, qui est les chiens d'attaque, catégorie 2, chiens de garde et de défense, puis catégorie 3, c'est tous les autres chiens. Fait que nous autres, on a vraiment regroupé ça dans un petit peu, tu vois, le genre de comme la philosophie au Québec, un peu de comme... Puis là, les catégories 1 et 2 sont à watcher, contrairement aux catégories 3. Parce que catégorie 1, c'est les chiens d'attaque, catégorie 2, c'est tout ce qui est protection puis défense, tu sais, mais je trouve que c'est un petit peu mal aussi catégorisé en puis c'est un peu mettre tous les mêmes chiens un peu dans le même tableau, là, mais en tout cas. Fait que c'est pour ça que j'ai mieux aimé qu'on discute vraiment de les catégories en Europe. Eux sont vraiment spécialisés un petit peu vraiment par type de race. Donc, dans la 1, on trouve vraiment tout ce qui est les bergers. Fait que là, exemple, berger allemand, berger australien, border collie, les collés, etc. Fait que c'est tous des chiens, en fait, souvent de travail, qui ont été faits soit pour le rassemblement de troupeaux. Bon, ça joue. Couchez, couche. Zora, couche. Soit pour... Non. On n'a pas pour longtemps. Ouais, soit pour les troupeaux ou soit pour, justement, là, le rassemblement, juste garder la défense de troupeaux également. C'est pas le temps, sinon on nous entend pas. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ces chiens-là, ce qu'on retrouve, la particularité, souvent, c'est des chiens comme un petit peu Zora. Si je me fie à la chaîne que j'ai à moi, ben, c'est des chiens souvent avec beaucoup d'énergie parce qu'ils devaient en donner, ils devaient surveiller les troupeaux longtemps, ils devaient les rassembler sur des longues durées. Donc, c'est des chiens qui sont beaucoup rapportés à leur maître, par exemple, mais souvent qui ont tendance à faire des fixations assez facilement parce que c'était ça un peu leur but, c'était de fixer un troupeau puis de rester là pendant des heures ou de le rassembler quand le moment était venu, qu'on appelle plus le herding en anglais de mémoire. Donc, c'est des chiens souvent qui vont avoir tendance à faire des fixations facilement. C'est des chiens qui sont très sensibles à leur environnement, donc ils ont tendance à être réactifs un peu à tout et n'importe quoi parce qu'ils devaient être très sensibles à tout ce qui se passe aux alentours pour être sûr de bien protéger le troupeau. Donc, c'est des chiens qui sont très sensibles à leur environnement. La plupart des bergers, exemple, surtout bergers australiens, ces choses-là, vont avoir peur des orages, peur des gros bruits, ces choses-là. Puis ça vient à cause de leur sensibilité aux stimulus aussi. OK, c'est bon à savoir, ça. Oui. Fait que souvent, c'est des chiens qui vont plus gérer aussi quand ils jouent avec d'autres chiens. Ils vont plus vouloir arrêter le jeu, garder une énergie qui est plus stable parce qu'une énergie qui est trop élevée dans un troupeau, ça amène la cohésion. Puis, c'est pas bon. Là, je serais pas capable de gérer le troupeau si il se gère pas puis que l'énergie est vraiment un peu partout. Donc, c'est pour ça que ça fait des chiens aussi que, ils vont avoir tendance à... Ils se disent, ils gèrent les autres ou ils veulent gérer les chiens quand ils jouent. Ben, c'est un petit peu à cause de leur instinct. Ils ont été programmés génétiquement pour ça. Donc, puis aujourd'hui, on leur demanderait d'être des chiens de maison, de rester, de gérer personne, de pas avoir de fixation, puis de pas être sensible à leur environnement, alors qu'ils sont tous programmés pour tout ce qui est le contraire, exactement, tu sais. Si on regarde au niveau de la catégorie des groupes 2, c'est les molosses. Fait que les molosses, on voit vraiment tout ce qui est cane corso, les boules mastifs, les dogs, ces choses-là. Les molosses, souvent, c'est des chiens qui ont été aussi programmés un petit peu pour destiner à la garde, soit d'animaux ou à la garde de maison, etc. Comme chiens de combat aussi, c'est certain. Fait que c'est des chiens qui, à la base, ils sont beaucoup rapportés à leur maître, mais ils ont tendance à avoir un petit peu plus réticents vers les inconnus parce que c'est un petit peu ça. Si mon chien... il allait voir tous les inconnus. Exemple, un éleveur qui voulait programmer cette race-là pour ça, pour ce travail-là, bien, si le chien, exemple, il allait voir tous les inconnus quand il était chiot, c'était un super de bon chien, mais il le gardait pas comme reproducteur. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est un chien fidèle qui va rester puis qu'il y a quand même une petite incertitude, une petite peur envers l'inconnu, ce qui fait qu'il va avoir tendance déjà génétiquement, naturellement, à vouloir protéger. Ce qui fait qu'à la base, c'est des chiens, oui, qui sont plus portés à être craintifs envers l'inconnu. D'où l'importance, souvent, les gens qui ont ce type de chien-là, que je vais dire, axent beaucoup sur un travail de socialisation, plus. Parce que, justement, tu sais, le chien, déjà, génétiquement, souvent, il est porté à être un peu plus craintif. Fait que là, si tu travailles pas la socialisation comme il se faut, rendu à l'âge adulte, là, ça peut devenir problématique, tu sais.
Fait que souvent, c'est juste qu'il faudra mettre un peu plus de temps sur certaines choses si tu as une certaine race. Mais encore là, ça veut rien dire. Comme j'ai dit, j'ai déjà vu des molosses, puis tout ça, au pitbull, n'importe quoi, être plus colleux, puis aimer tout le monde, plus que le chihuahua qui est catégorisé comme le chien de famille. Donc, ça ne veut rien dire, mais parfois, il y a certains traits qu'on doit devoir travailler peut-être un peu plus dès la naissance et l'apprentissage du chien pour en venir à obtenir le même résultat qu'avec un autre chien qu'on pourrait moins axer là-dessus. Okay. C'est un petit peu ce qui en ressort. Même chose, c'est quand on regarde un peu le groupe 3, c'est les terriers, justement. Les terriers, c'est tout ce qui est Jack Russell, Yorkshire, Bull Terrier. Les terriers, c'est des chiens qui ont été programmés génétiquement, créés génétiquement pour être capables, en fait, de venir à l'infestation de rats, ces choses-là qu'on avait là, il y a plusieurs années, à l'époque. Puis même encore, ils servent encore à ça. Il y en a beaucoup qui sont utilisés en Europe. Donc, vraiment des compagnies de chiens. Ils ont plein de chiens, exemple des terriers. Puis ils vont vraiment, exemple... n'importe où, là, une entreprise les engage, puis ils vont là, puis ils sortent leur chien, puis c'est le chien qui il tue les rats. Fait qu'il élimine la vermine. Vu qu'ici, on a moins de vermine à cause de notre hiver. Eux autres, évidemment, en Europe, ces choses-là, c'est un petit peu moins présent à certaines places. Donc, souvent, plus de chances de vermine. Donc, évidemment... on va travailler ça aussi avec eux. Fait que souvent, c'est des chiens qui sont un petit peu plus réactifs dans leurs émotions. Souvent, c'est des chiens aussi que la séquence de prédation n'a pas été coupée à 100% parce qu'on voulait aller jusqu'à la mise à mort. Donc, c'est des chiens qui, à la base, sont plus réactifs. Ils vont faire plus de prédation sur les petits animaux. Donc, j'ai déjà vu, exemple, quelqu'un que... Moi, j'avais un Jack Russell, mais c'est mon ex qui l'a gardé parce que c'était son chien à la base que j'avais acheté. J'avais le lapin à ma soeur que je gardais. J'ai eu des cochons d'Inde. Jamais il a essayé de manger les petits rongeurs ou le lapin. Sauf que j'ai commencé à faire un travail de socialisation dès qu'il est arrivé chez moi puis qu'il était chaud. À commencer à déjà avant même, parce que quand le chien est chaud, il n'y a pas la séquence de prédation qui est naturellement développée. T'sais, elle se développe quand il vieillit avec l'instinct de chasse. Donc, tout, quand il l'aurait fait. C'est ça. Fait que si je l'aurais jamais sociabilisé avec ce type d'animaux-là avant qu'il ait développé vraiment tout... avant qu'il ait développé tout vraiment, sa morphologie, avec qu'il ait développé tous ses instincts, avait vraiment qu'il soit formé complètement, puis tout ça, c'est sûr que probablement, puis qu'il ait développé toutes les aptitudes pour la chasse, c'est sûr que là, probablement qu'il aurait associé ces petits animaux-là à des proies. Fait que j'aurais eu beaucoup de difficultés à le faire socialiser sans qu'il y ait d'incidents. Mais comme je le savais, puis que j'ai tout de suite travaillé un travail de socialisation avec lui, j'ai pu tout de suite venir à faire qu'il n'a jamais voulu attaquer mes rongeurs ou quoi que ce soit. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas parce que c'est un terrier que c'est absolument comme ça. Parce que mon chien, il vivait avec les cochons d'Inde, puis il se promenait, puis il dormait même avec. Là. Mais c'est sûr qu'il a fallu que je travaille peut-être un peu plus la socialisation avec mon Jack Russell là-dessus que ce que j'ai travaillé avec ma berger, parce qu'à la base, elle n'avait pas de gènes prédisposés à ce travail-là. Donc, c'est super intéressant. Avant de poursuivre avec on va poursuivre avec ça. Les groupes, on va parler des autres groupes dans la prochaine. Fait que, là, on n'a plus le temps. Je te remercie. Mais ça fait plaisir. Bonne journée. Merci.